Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue virtuellement au Musée historique Lausanne pour la conférence de ce soir qui s'intitule « Des viandes, des goûts et des genres ». Cette intervention prend place dans un cycle de conférences et de tables rondes mené dans le cadre de l'exposition Quad 9 Pussy Hat que vous pouvez visiter en présentiel cette fois jusqu'à la fin du mois de juin. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Dr Salvatore Bevilacqua, anthropologue et chercheur associé à l'IHM, l'Institut des humanités en médecine. Ses récents travaux s'intéressent à la construction des régimes et des modèles alimentaires, domaine qu'il aborde entre autres à travers le prisme de l'anthropologie et du genre. La conférence de ce soir s'appuie sur diverses recherches féministes et réfléchit à la consommation de produits carnés, aux besoins nutritionnels différenciés des hommes et des femmes, et comment la viande et la masculinité sont associées. L'intervention durera environ 45 minutes, puis il y aura un moment consacré aux questions. Questions que vous pouvez poser à tout moment durant la conférence par l'intermédiaire du chat et qui sera ensuite regroupée et posée à la fin de celle-ci. Donc, sans plus attendre, je laisse à présent la parole au Dr Salvatore Bevilacqua. Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup d'être avec nous au Musée historique ce soir dans le cadre de cette conférence autour de l'exposition Quad 9 Pussy Hat que je vous invite vivement à visiter. Je suis très heureux d'être ici ce soir, même si je ne peux pas évidemment avoir un contact visuel direct avec vous. Peut-être pour me compléter un petit peu la présentation qui a été faite de ma personne, et pour faire le lien aussi avec le sujet de ce soir, la conférence de ce soir, intitulée « Des viandes, des goûts, des genres ». Des goûts, vous pouvez le dire comme vous le voulez, hein, des goûts. Je suis anthropologue et aussi auteur et responsable du projet lauréat du concours Patrimoine pour tous de l'Office fédéral de la culture, intitulé « Malais en quartier ». Ce projet retrace l'histoire des anciens abattoirs, aujourd'hui démolis. Ils ont été démolis en 2015, les abattoirs de Lausanne. Et avec mon équipe constituée... Voilà. Oh, je suis allé un peu trop rapidement. Désolé. Voilà. Mon équipe d'historiennes constituée de Léa Marie d'Avignon, que vous voyez à mes côtés, là sur la photo de droite, et Alexia Cochon en face de nous. Nous avons mené une recherche entre 2019 et 2020 en puisant notamment dans les riches et précieux fonds du Musée historique de Lausanne, que je profite de remercier à double titre de nous avoir mis à disposition ces ressources, notamment photographiques, mais aussi, bien entendu, pour m'avoir invité ce soir de vous parler de ce lien entre viande et production du genre. Je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à parcourir le site web que nous avons réalisé du projet Malais en quartier. Donc vous avez le lien du site qui est indiqué sur la slide. Et sachez que le parcours de visite en plein air, donc pédestre, dans le quartier de Malais, le quartier des anciens abattoirs, est ouvert jusqu'à fin septembre 2021. Voilà. Je m'arrête ici pour la petite publicité personnelle, mais je pense que c'est important de le relever parce que vous verrez, il y a des liens avec ce que je vais dire dans un instant. Voilà, le lien avec ce thème est posé. Et la compréhension justement du fonctionnement technique et social d'un abattoir industriel comme celui de Malais, même s'il n'existe plus, nous a permis de saisir non seulement l'évolution des représentations sociales par rapport à la consommation de viande et à l'animal, cet animal que l'on tue et transforme dans ce but, donc le but de le manger, en tout cas dans un abattoir, mais nous a permis aussi de comprendre les rapports de genre qui structurent un univers professionnel et plus largement la société dans laquelle cet univers professionnel se situe. Vous voyez sur l'image de gauche le haut relief, je reviens un peu en arrière, de Pierre Blanc. Je n'ai pas tellement la dextérité avec cette souris, excusez-moi. Vous voyez à gauche la photo du haut relief de Pierre Blanc
qui marque l'entrée des anciens abattoirs de Malais. Et on peut déjà faire une petite analyse de cette photo, voilà, qui fait partie des fonds du musée historique de Lausanne. On y voit voilà, un animal, un bœuf, hein, un taureau, je saurais vous dire, et une figure masculine dans toute l'expression de sa puissance musculaire, voilà, une sorte d'allégorie qui est déjà riche en évocation, en symbole autour de ce lien puissant entre on va dire, vigueur masculine, virilité et musculature de l'animal. Le sommaire de cette intervention de ce soir se compose de 5 points qui peuvent paraître disparates. On va passer de la question des besoins nutritionnels normés à la question du dimorphisme sexuel, à la question de la féminisation ou moins du boucher, de la profession de boucher ou de vétérinaire. Voilà, ça peut paraître un petit peu éclaté, mais tous ces points visent un seul but, c'est comprendre et déconstruire les normes de genre dont la viande est farcie, si vous me permettez l'expression, que ce soit en tant qu'objet d'alimentation ou comme objet de travail. Pour vous amener un petit peu à déconstruire, à comprendre ces logiques genrées qui participent finalement aux représentations autour de la viande et de l'alimentation en général, je vais m'appuyer sur des auteurs féministes, notamment sur la thèse de Priscille Touraille, intitulée « Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse ». Cette thèse, incroyablement documentée, fouillée, m'a notamment été utile pour comprendre que les inégalités de genre en matière de pratiques alimentaires, et notamment en termes de consommation de viande, d'accès et de consommation de viande, sont une sorte de tâche aveugle aussi de la recherche scientifique. C'est en tout cas ce que l'anthropologue Priscille Touraille démontre dans sa thèse dirigée par Françoise Héritier, pour le rappeler. Le travail de Priscille Touraille est infiniment plus riche que la maigre restitution que je vais vous en faire dans le cadre de cette brève anatomie des usages genrés de la viande. Je tiens donc à dire que je ne vais pas lui rendre justice, malheureusement. Je ne vais pas rendre justice à la rigueur explicative de son travail parce que je n'en aurai pas le temps et je pense que j'en serai vraiment pas capable non plus tellement ce travail est dense et incroyablement riche. En tout cas, ce qu'il faut retenir, et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a vraiment une sorte d'oubli de la recherche de cet espace qui se trouve au confluent des études genre et de l'alimentation, en tout cas dans le monde francophone. Mon intervention se base donc sur un recours qui ne sera pas exhaustif à des auteurs féministes permettant de saisir les catégories de genre et les enjeux de pouvoir qui organisent socialement nos pratiques alimentaires. Ma notion du féminisme, celle que j'utilise ce soir, n'est pas militante, entre guillemets, mais elle se base sur la perspective scientifique, et j'insiste sur ce point, perspective scientifique, qui analyse et critique les biais produits par une vision genrée du monde et sur les représentations sociales, notamment du savoir lui-même. Un autre ouvrage qui m'a été utile et dans lequel j'ai publié, c'est un dossier thématique paru dans le Journal des anthropologues, Alimentation, armes du genre. Et ça me permet de compléter la petite histoire qui relie la conférence de ce soir à mon travail et au travail de Priscille Touraille. Voilà, cette publication, Alimentation, armes du genre, contient une série de contributions d'auteurs, d'anthropologues, de sociologues sur la question
de l'utilisation de l'alimentation comme prescripteur de normes sociales de genre. Pour ma part, voilà, j'ai été contacté par l'équipe responsable du dossier, notamment Priscille Touraille, mais aussi Tristan Fournier, Julie Jarty, et on m'a proposé finalement de publier un article dans ce dossier, cette revue, alors que je travaillais sur le régime méditerranéen. J'ai été un petit peu emprunté parce que voilà, je ne me considère pas comme un auteur féministe, je ne me considère pas non plus comme un spécialiste des études genre, mais voilà, j'ai saisi un petit peu cette occasion parce qu'effectivement, dans ma recherche sur le régime méditerranéen, je me suis aperçu qu'il y avait des biais de genre, notamment dans les discours de valorisation sanitaire et discours de divulgation plutôt sanitaire et patrimonial qui promeuvent ce fameux régime méditerranéen qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour ses bienfaits, notamment concernant les maladies cardiovasculaires, mais aussi qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Donc voilà pour la petite histoire. Et le fil rouge qui guide cet ouvrage, mais qui guide peut-être aussi mon intervention de ce soir, elle est peut-être résumée dans cette phrase de l'anthropologue américaine Carol Cunningham, qui dit que le contrôle de la nourriture peut être la plus grande arme de coercition, mais pour les femmes, elle ne l'est pas. Donc voilà, c'est très laconique, mais je pense que c'est ce qui va nous guider ce soir. Voilà, pour la petite histoire encore, la fameuse pyramide de la diète méditerranéenne, celle en tout cas qui est présentée ou qui était présentée au moment, au début des années 2000, au moment de sa promotion, notamment aux États-Unis. Et un indicateur très intéressant, c'est qu'on voit que la viande rouge est pratiquement absente. Elle a disparu de la pyramide, alors que, notamment dans la culture et la société américaine, la viande, notamment la viande de bœuf, est omniprésente, elle est extrêmement importante. Là, dans cette pyramide, on voit qu'elle est tout au elle est au sommet, donc ce qui veut dire que c'est parmi les aliments qui doivent être le moins consommés, les moins recommandés. Et donc, à partir de là, moi, j'ai écrit un article sur ces biais de genre qui traversent les discours autour du régime méditerranéen. Mais comme on le dit aux USA, ça me permet de faire le lien, where is the beef? C'est-à-dire, où est l'essentiel? Voilà. L'essentiel, il est peut-être, pour commencer, dans les affiches dont vous trouvez notamment celle-là que vous voyez en premier, dans l'exposition Quoi de neuf Pussyhat, les affiches qui mettent en scène un rapport, comment dire ça, puissant entre l'homme, le mâle, et la nourriture carnée, en particulier la viande grillée, hein, cette viande travaillée par le feu, la viande rouge, ou rosée, enfin voilà, qui est encore presque, entre guillemets, vivante. Tout cela renvoie évidemment à des imaginaires qui associent de manière extrêmement évocatrice l'homme, enfin le mâle, on va dire ça comme ça, et la vigueur, la force, la vigueur, je pense aussi à la vigueur sexuelle, hein, la puissance, l'énergie aussi. Comme vous le voyez dans l'image centrale, cet emballage-là de copeaux de buff, l'allusion à l'énergie, en fait, est encore très présente, alors que, on le sait aujourd'hui, et on le sait depuis longtemps, les protéines, puisque le pendant, on va dire, nutritionnel de la viande, ce sont les protéines, ce ne sont pas les protéines qui apportent l'énergie, mais les glucides. C'est important à le retenir pour la suite. Voilà. Donc cette viande, cette fameuse viande, a longtemps été considérée comme étant l'alimentation la plus appropriée pour les hommes, plus que pour les femmes. Plus adaptée aux besoins des hommes
des hommes plus grands, plus musclés, plus lourds, et peut-être parce qu'ils dépensent davantage d'énergie, censés dépenser davantage d'énergie que les femmes. Mais cette représentation androcentrée, forgée et entretenue par des sociétés patriarcales, eh bien, elle a la peau dure, tant ce lien entre viande, protéines, masculinité, énergie et tout ce que je viens de dire quelques instants, reste vraiment enraciné, ancré dans l'imaginaire social. Je continue le développement de cette question qui associe symboliquement, mais pas seulement symboliquement, aussi dans les pratiques alimentaires, la viande est le corps des hommes, et moins le corps des femmes, à travers encore des images, notamment, comme vous pouvez le voir sur l'image de la campagne publicitaire, pardon, la campagne de sensibilisation qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui est américaine, donc Share the Meat, une campagne de sensibilisation qui invite la population de se sacrifier, et notamment celles qui ne sont pas au front, c'est-à-dire les femmes, mais aussi les enfants, enfin les plus faibles, les personnes plus âgées, à partager leur viande, partager leur nourriture. Vous voyez ce soldat souriant qui reçoit heureux un steak fumant. Voilà, donc tout un programme. Il s'agit là d'offrir une part nécessaire au travail, notamment le travail de guerre, belliqueux, des soldats mobilisés sur les fronts du deuxième conflit mondial. On va développer davantage. Je vous invite à examiner aussi l'autre image. C'est une marque de vêtements américaine dont le nom et le slogan, là aussi, sont tout un programme. Eat beef, the West wasn't born on salads. Qu'est-ce que ça nous apprend? Simplement que le mythe de l'Amérique, construit sur la conquête de la nature, mais aussi la conquête des peuples indigènes, s'est faite à travers cette allusion à la force physique, et notamment au travers de la nourriture carnée. Là aussi, on voit un renvoi explicite, je dirais, à la puissance masculine, à l'agressivité aussi associée à la virilité, à la masculinité. Ah, je suis allé trop vite, voilà. Bon, laissons momentanément de côté le mythe, puisque c'est justement des mythes, pour revenir aux besoins, on pourrait dire aux besoins nécessaires pour notre métabolisme en matière de protéines. Protéines dont la viande est une des principales pourvoyeuses chez les personnes, évidemment, omnivores. Bien entendu, il y a de plus en plus de personnes végétariennes ou véganes, en Suisse, mais comme ailleurs. Mais voilà, on va se concentrer sur la question de ces besoins nutritionnels en protéines. Ce tableau, tiré du site de la Société suisse de nutrition, vous explique les besoins moyens, on va dire, pour différentes catégories d'âge et pour les hommes et les femmes, en ce qui concerne l'apport recommandé en protéines. Il est défini, comme vous voyez, simplement par leur rapport au poids corporel. Et on voit qu'il n'y a pas une différence magistralement énorme, elle est même très très faible, en ce qui concerne les hommes et les femmes. Ce besoin, comme vous le voyez, je l'ai mis en surbrillance, comme c'est un peu en rose, ce besoin est même supérieur pour les femmes enceintes et allaitantes. La FAO recommande du reste une augmentation de 30% des apports protéiques pendant l'allaitement. Donc, le besoin en protéines est d'autant plus important que les grossesses sont fréquentes, ce qui aggrave le problème de la malnutrition, notamment dans certains pays du Sud pour les femmes de ces pays, dont, comme le dit Priscille Touraille, la vie adulte est largement prise par les cycles répétés des grossesses, naissances et allaitements. Donc voilà, le besoin en protéines est équivalent, si ce n'est supérieur, pour les femmes par rapport aux hommes.
En plus, il faut ajouter qu'un apport insuffisant en protéines est également contre-indiqué pour les femmes, car il aggrave le phénomène bien connu de la perte osseuse en augmentant le risque de fracture. Il y a aussi un autre risque lié au régime pauvre en viande, au nombre supplémenté, c'est l'anémie ferriprive, l'anémie en fer, dont les conséquences sont la fatigue généralisée, un risque accru d'infection, des complications obstétricales, etc., et à laquelle les femmes sont exposées en raison de leurs besoins accrus en fer dans la période de leur vie potentiellement reproductive. Voilà. Alors là, on distingue bien viande et protéines, mais comme on le voit, dans l'alimentation de la majorité de la population, les deux, enfin l'apport en protéines est principalement couvert par la viande. Alors, à partir de ce constat, on remarque, si vous lisez le tableau de l'enquête Menu-CH, menée entre 2014 et 2015, surtout si vous faites attention à la partie qui est encadrée, aussi un peu en gris-beige comme ça, au niveau de la consommation, il y a une disproportion gigantesque. En Suisse, c'est le même cas qui se vérifie dans d'autres pays occidentaux. Donc vous voyez que ce soit en ce qui concerne la viande fraîche ou transformée, les hommes consomment largement plus quantitativement de viande que les femmes. Donc voilà, ça pose un petit peu, comment dire, à l'épreuve cette question du besoin similaire, voire accru des femmes en protéines. On pourrait dire que ce tableau démentit un petit peu cette réalité-là, enfin cette question liée aux besoins, et ce n'est pas que la différence de poids entre les hommes et les femmes qui peut l'expliquer. L'écart de poids n'explique pas tout. Il y aurait donc une sorte de paradoxe, entre guillemets, mais que je m'empresse immédiatement de relativiser, car en Suisse, il faut le dire, les besoins en protéines sont généralement largement couverts, même trop couverts, dans la mesure où, selon cette même enquête, on mange trop de viande. Les femmes en mangeraient plus de 2 fois trop, et les hommes plus de 3 fois trop. La moyenne hebdomadaire recommandée pour les hommes et les femmes est autour de 240 grammes par semaine. Cela étant, c'est la différence, c'est l'écart énorme entre hommes et femmes qui nous intéresse ici, et sur lequel je vais me baser. Une différence de consommation qui est universelle, qu'on retrouve partout dans le monde, et qui est encore plus marquée dans les pays du Sud qui ont moins de disponibilité alimentaire, notamment en ce qui concerne les produits carnés. L'explication de ces disparités ne repose pas, et ça c'est l'un des enseignements de la thèse de Priscille Touraille, uniquement sur des modèles des sciences biologiques ou des sciences sociales, mais doit tenir compte des apports théoriques des deux ensembles de disciplines. Donc, doit tenir compte d'une approche que l'on appelle transdisciplinaire. Cette différence de consommation ou d'appétence, je pourrais dire, puisque sont en jeu aussi les questions des goûts, finalement, pour la viande, semble si évidente aux yeux de la société qu'elle apparaît pratiquement comme naturelle, entre guillemets. Elle s'est en tout cas logée dans les représentations collectives comme un allant de soi indiscutable qui serait en quelque sorte incarné, matérialisé dans la différence de taille, dans la différence morphologique entre les hommes et les femmes. Voilà, les hommes c'est normal, ils dépensent plus d'énergie, ils sont plus musclés, etc. etc. Je vous passe. Finalement, c'est lieu commun. Voilà, je continue. Oh, j'avais toujours trop vite. Voilà. Et c'est là que le détour par le dimorphisme sexuel de taille, donc le cœur de la thèse de Priscille Touraille, va nous aider finalement à comprendre pourquoi il y a cet écart, même dans nos pays, en termes de consommation, d'appétence, ce qui concerne la viande, et si on considère les femmes et les hommes. Dans la thèse de Priscille Touraille, donc, qui analyse la question de la différence de taille
des hommes et des femmes dans l'espèce humaine. Comme vous le savez, les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes, c'est général, on retrouve ça partout dans toutes les populations humaines, avec des variations, même si évidemment les femmes sont plus grandes que les hommes. Faut savoir, il faut commencer par dire que ce n'est pas le cas dans tout le règne animal, hein, y compris chez les mammifères. Vous le savez peut-être, mais le plus grand animal du monde est une femelle. Hein, c'est la femelle de la baleine bleue qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres, alors que le mâle doit se contenter d'un misérable 25 mètres. Donc voilà, ce n'est pas une généralité dans le règne animal, dans de nombreuses autres espèces, les oiseaux, enfin, catégories plutôt animales, les femelles sont plus grandes que les mâles, mais y compris chez les mammifères, chez certains mammifères. On retrouve par contre ce dimorphisme en faveur, entre guillemets, d'une taille plus grande des hommes chez les primates, entre autres. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Voilà, pour l'expliquer, et pour le faire très vite, il faut parler de la sélection, les pressions de sélection qui agissent, on va dire, sur les traits morphologiques de l'espèce Homo sapiens, mais des hommes et des femmes. Donc cette pression de sélection, elle se fait par l'environnement physique, et notamment les pressions dues à la disponibilité alimentaire, mais aussi au travers de l'environnement social et culturel, comme le dit Priscille Touraille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question de la disponibilité alimentaire, mais la façon dont les sociétés humaines organisent la distribution de l'alimentation. Voilà. Évidemment, en plus de cela, il y a des questions qui relèvent de la biologie, hein, des pressions, des facteurs qui relèvent de la biologie. Mais ce n'est pas uniquement lié aux des questions de type hormonal, aux hormones de croissance ou aux questions de type d'ordre génétique. Il faut considérer une origine multifactorielle de ce dimorphisme sexuel de taille. Voilà. Je ne vais pas développer davantage entrer dans les détails du dimorphisme selon la biologie de l'évolution, ça nous mènerait beaucoup trop loin. Voilà. En revanche, ce qu'il est important de relever, de préciser, c'est que voilà, l'évolution de l'espèce Homo sapiens, comme le dit Touraille, en s'appuyant notamment sur la paléoanthropologie, a mené nous autres, notre espèce, à nous redresser, hein, de par notre comportement bipède. Voilà, il y a une pression sur le bassin, une pression évolutive sur le bassin qui a fait que le bassin des hominidés est étonnamment, relativement peu adapté à l'accouchement, à la parturition. Hein. Donc cela concerne évidemment les femmes. Contrairement, comme vous pouvez le voir sur le schéma en bas, on voit que le bassin de l'espèce des femmes, de l'espèce Homo sapiens, il est particulièrement étroit pour permettre aux bébés, et notamment aussi en lien à la grande taille du crâne de notre espèce, hein, notre espèce a un crâne très développé, et donc cela génère, on va dire, une difficulté et une dangerosité aussi pour la femme à accoucher. Donc, ce qui est un peu un paradoxe dans le sens si il y avait une pression naturelle de la sélection qui devrait aller vers une amélioration, on va dire, une maximisation des possibilités d'accouchement et donc de la procréation, les femmes devraient être plus grandes, si on suit cette logique-là. Hein. Les femmes devraient être plus grandes, voire plus grandes que les hommes, pour faciliter, on va dire, ce processus d'accouchement. Ce n'est pas le cas. Comme je le disais, dans toutes les sociétés, y compris lorsqu'on considère la paléoanthropologie, donc les squelettes retrouvés des premiers êtres humains, des hominidés, les femmes sont plus petites. Donc, ce qui suppose que quelque chose est venu bloquer ou inverser cette adaptation vers la grande taille qui serait logique, hein, des femmes. Une grande taille qui, par définition,
exige aussi un apport alimentaire supplémentaire. Et donc, ça aussi, ça exerce une pression à la sélection. Donc, pour les personnes, les individus de grande taille, femmes ou hommes, ça, ce besoin, on va dire, supérieur alimentaire, produit un désavantage en termes de pression de sélection, qui, et c'est là, dans cette voie que Touraï un peu progresse, et cette voie qu'elle explore, cela a peut-être permis un développement, ou plutôt une pression de sélection qui a favorisé les femmes plus petites. Ce serait plutôt finalement des questions d'ordre liées aux restrictions alimentaires. C'est là-dessus que repose l'intérêt de la thèse de Touraï. Ce serait plutôt l'alimentation qui expliquerait finalement ce dimorphisme sexuel de taille chez l'espèce humaine. Donc, elle prend appui sur l'existence de ce qu'on appelle le dilemme obstétrical, c'est-à-dire ce petit bassin qui est relativement peu adapté finalement à l'accouchement, et qui est aussi source de douleurs incroyables, voire qui met en danger la vie même de la mère et de l'enfant, et notamment pour les individus de petite taille. Voilà. À partir de la paléanthropologie, elle passe au crible, Priscille Touraï, et j'en profite pour saluer son gigantesque et méticuleux travail, auquel je ne rends pas suffisamment honneur, tous les savoirs concernés par la question. Alors là, je lis la génétique, la biologie de l'évolution, la sociobiologie humaine, l'écologie comportementale, la psychologie évolutive, l'anthropologie biologique et évolutive, mais aussi l'anthropologie sociale et l'anthropologie de la nutrition, la paléoanthropologie, la médecine obstétrique, les sciences de la nutrition et l'ethnographie. Voilà, là je prends la liberté, et je m'en excuse, de raccourcir drastiquement son explication. Ça ne fait que renforcer finalement mon invitation à vous inviter, mon invitation à vous proposer de lire son livre. Voilà. Ce qu'on peut retenir finalement de l'approche de Priscille Touraï, c'est que ces disciplines, aussi utiles soient-elles par leurs apports respectifs, par leurs éclairages respectifs, obligent toutes d'une certaine façon de prendre en considération la question de l'inégalité potentielle au terme de distribution des ressources alimentaires. Donc voilà, elle dit que si finalement ces disciplines sont peut-être toutes traversées par le présupposé panglossien, donc en référence au Candide de Voltaire, où finalement la pression de sélection irait uniquement dans le sens d'une tout concourait finalement pour le meilleur des mondes, voilà, vers une évolution optimale, j'ai envie de dire. Et où l'idée qui croise les questions relevant du régime alimentaire et les inégalités de genre n'est finalement pas prise en considération. Avec son questionnement, Priscille Touraï ouvre une brèche qui n'a jamais été, jusqu'à sa thèse, envisagée, en postulant que le dimorphisme sexuel de taille n'appartient peut-être pas qu'au champ de la biologie, et notamment de la biologie évolutive. Je le dis peut-être un peu trop simplement, mais l'écart de stature rencontré dans toutes les populations du monde, je le rappelle, les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes, serait, selon Touraï, le résultat d'une adaptation, c'est là tout l'intérêt de sa thèse, défavorable. Donc une sorte d'adaptation qui irait un peu à contre-courant de cette idée panglossienne. Dans la mesure où la survie des femmes, mais aussi la survie du bébé et la reproduction finalement de l'espèce est mise en danger finalement par ce que je viens de dire. L'une des causes pertinentes, mais comme je le disais, ignorées de cette adaptation serait, conclut Touraï, le contrôle des protéines exercé par les hommes. Que ce soit dans un contexte de pénurie alimentaire, mais aussi dans un contexte d'abondance alimentaire. Et pour cela, pour preuve, elle passe en revue une foule d'études ethnographiques réalisées auprès de populations de chasseurs-cueilleurs qui sont toutes organisées autour d'un partage inégalitaire des ressources alimentaires et en particulier des aliments les plus riches en nutriments, notamment
les viandes les plus valorisées, comme celles provenant de la chasse ou provenant de l'élevage. Aux femmes sont réservés les petits machins, j'ai envie de dire, hein, les petites espèces, les insectes, ou la cueillette de végétaux riches en glucides qui, a priori, seraient plus favorables finalement à l'activité physique soi-disant supérieure des hommes, puisque, comme je le disais, les glucides sont le nutriment qui apporte l'énergie. Donc pour se faire la guerre ou pour aller à la chasse, finalement, il serait peut-être plus utile que de manger de la viande. Voilà, en très bref, comment Priscille Touraille passe par le détour du dimorphisme sexuel de taille pour expliquer les inégalités de genre en matière d'accès aux aliments et à la viande comme aliments de haute valeur nutritive mais aussi symbolique. Partant de cette inégalité sociale et cette domination masculine qui façonne, comme le montre Touraille, le corps des femmes et aussi des hommes, je vous propose d'élargir la réflexion en revenant au projet Malais en quartier. Ce projet nous a permis, à moi et mes collègues, d'aller voir, même si les abattoirs finalement n'existent plus, ils ont été démolis en 2015, d'aller voir ce qui se passe dans cet autre monde social organisé autour de la viande, qui est le monde de la boucherie. Là aussi, mes explications resteront trop succinctes pour faire le tour de la question. So, where is the beef? Là aussi, je dirais. Le beef, dans le métier de boucher, c'est, comme le relève l'autre auteure féministe sur laquelle je m'appuie ce soir, Isabelle Zinn. Donc, le cœur du problème, le beef, c'est, dans la profession de boucher, c'est la mise à mort de l'animal. Et l'abattage, les activités d'abattage. Isabelle Zinn, qui a mené une immersion ethnographique de terrain dans l'univers très masculin de la boucherie, observe que l'acte de mise à mort est considéré comme le nœud central du métier de boucher charcutier. Et cette mise à mort, cet acte d'abattage, constitue le garant et la valeur sur lesquels repose l'identité professionnelle du boucher. Elle le démontre, entre autres, par le fait qu'il s'agit d'une tâche qui est tour à tour montrée, tour à tour cachée, et cachée notamment aux femmes, qui tantôt sert à célébrer ce qui sert tantôt à célébrer, soit tantôt, je dirais, à dissimuler, voilà, ce qui forme vraiment le cœur, le sens, j'ai envie de dire, du métier de boucher charcutier, le savoir-faire, l'art de tuer. Voilà. Donc, c'est ce qui est en contact, on va dire, avec la chair, le sang, les armes, voilà, ce qui sert à tuer, en quelque sorte. L'abattage, ce qui est une tâche de métier parmi bien d'autres dans la profession de boucher, est d'une part ce qui permet la construction, comme le dit Isabelle Zinn, d'un discours sur le noyau du métier, mais qui permet aussi, d'autre part, la création d'une division sexuelle du travail. Et ça, c'est aussi très intéressant. Pourquoi une division sexuelle du travail? Parce que ces dernières années, la profession est en crise, elle manque de recrues, ça n'attire plus beaucoup finalement le métier de boucher, et donc les organisations fêtières de la branche essaient de recruter des femmes apprenties notamment. Il s'agit donc de faire en sorte de séduire en quelque sorte aussi les filles, les femmes pour entreprendre un apprentissage, une formation de boucher, alors qu'elle n'a pas tellement une bonne image aujourd'hui. La division sexuelle du travail dont je parlais, en fait, elle se présente sous la forme de spécialisations qui ont été introduites ces dernières années dans la profession, et notamment celle qui permet de faire l'apprentissage sans abattage, voie dans laquelle sont dirigées, j'ai envie de dire, qui n'est pas seulement préférée, mais sont dirigées beaucoup de filles, beaucoup de femmes. L'apprentissage sans abattage, je mets notamment l'accent sur la préparation de la viande, la commercialisation notamment, la vente. Donc là, on est vraiment dans un registre, on pourrait dire féminin, entre guillemets, qu'on retrouve, un métier plus relationnel, plus basé sur aussi une apparence corporelle plus soignée,
on va dire que c'est la partie propre du métier, comme le dit Isabelle Zine, mais une partie propre qui est là pour cacher finalement le sale boulot. Le sale boulot, si on considère l'éthique du métier pour la profession elle-même, hein, pour la culture, on va dire, du boucher charcutier. Voilà. Donc on comprend bien par là que les métiers de la viande sont régis par un code masculin qui est celui de la pratique de la mise à mort, un code qui est puissant, hein, un peu ancestral, j'ai envie de dire, et qui permet d'avoir aucun doute sur l'appartenance sexuée, masculine, du bon boucher aux yeux des professionnels. Voilà. Et ce que montre Isabelle Zine, c'est que l'arrivée des femmes dans les métiers de la viande n'a pas été accompagnée par une interchangeabilité des individus au travail, mais renforce plutôt une spécialisation, hein, lui donne du crédit dans la mesure qu'elle se féminise en quelque sorte, renforce plutôt une spécialisation fondée sur une différence supposée entre le féminin et le masculin. Les hommes, les vrais, on va dire, parce qu'il y a aussi des hommes qui ne veulent pas suivre la formation avec abattage, hein, et ceux-là sont évidemment un peu, je veux dire, marginalisés dans les relations entre pairs, entre professionnels. Et donc, voilà, ils sont peut-être aussi du côté plutôt du féminin, si on réfléchit en termes symboliques. Voilà. J'espère que je suis clair. Là, je vous propose, vous avez le lien pour permettre de vous connecter, pour illustrer un petit peu ces propos, de voir un bref reportage des archives de la RTS qui s'intitule « À la boucherie », dont voilà, la série Actualité au féminin, où on voit finalement cette relation très patriarcale, j'ai envie de dire, que à l'époque, on est dans les années 60, cette relation très patriarcale qui est tissée entre les devoirs, notamment de préparation culinaire de la viande attribuée aux femmes, et le discours de l'homme, finalement, qui les décrit. Ah, nous allons retrouver maintenant notre jeune dame, un peu moins pressée aujourd'hui que la semaine dernière. Vous vous rappelez, la semaine dernière, elle avait passé sa matinée à essayer des chapeaux. C'était charmant. Mais à midi moins le quart, il ne lui restait plus qu'une chose à faire, acheter en 4e vitesse le sempiternel beefsteak. Ah, voilà la boucherie. Et un boucher qui étiquette ses prix, le prix de ses viandes. Bravo, c'est tellement pratique. Pourquoi ne le font-ils pas tous? Et aujourd'hui, sa viande l'attend. Elle a été commandée hier, il est encore tôt, et elle a tout son temps. Elle a choisi un morceau à bouillir, un pot-au-feu. Véritable merveille, quand on a le temps de le préparer. Même quand on n'a pas beaucoup de temps, la marmite à pression est là si pratique. Le pot-au-feu traditionnel peut être remplacé par une potée, un plat de la cuisine provinciale française. La viande sera alors coupée en gros dés, ainsi que les légumes qui varient suivant les saisons et les recettes. Cuisson moins longue que le pot-au-feu. C'est qu'on peut faire bien des choses dans son ménage, en surveillant un pot-au-feu ou une potée, ou tout le repas cuit dans la même et unique marmite. Ah, voici sur la bête l'ensemble des morceaux à bouillir. Alors que la semaine dernière, peut-être l'avez-vous vu, nous avons passé en revue les morceaux à rôtir et à braiser. Il y en a 4 de ces morceaux. Poitrine, côte plate, côte couverte et cou. Nous allons les passer en revue d'un peu plus près. Tout d'abord, la poitrine, le numéro 1, qui se présente ainsi. C'est une viande qui vaut de 7 à 9 francs sans os, de 6 à 7 avec les os. Un conseil pour avoir un bon bouilli et un bon bouillon, mettez les os et la graisse à l'eau froide. Quand l'eau est tiède, ajoutez la viande et le sel, puis les légumes, selon leur temps de cuisson. Votre bouillon restera clair. Numéro 2, la côte plate, la voici. 8 à 10 francs sans os, 6 à 8 avec les os. Évidemment, c'est difficile de se dire qu'on paye cher pour des os. Mais c'est bon, les os, ça donne du goût. Le numéro 3, c'est la côte couverte. Voici comment cela se présente, la côte couverte. Vous savez naturellement que toutes ces viandes à bouillir peuvent être traitées en ragoût, mais devront cuire plus longtemps.
Enfin, le cou. Le cou, c'est une partie de la viande de bœuf qui finit généralement en viande hachée. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que si vous voulez de la viande hachée, rien ne vous empêche de la choisir et de la faire hacher. Ce sera un peu plus cher, mais vous en aurez pour votre argent. D'ailleurs, vous pouvez toujours l'allonger, rentrer chez vous en y ajoutant des légumes hachés ou un reste de céréales. Les Russes y ajoutent de la mie de pain trempée dans du lait et des épinards hachés. C'est absolument délicieux. Quant au jarret, c'est là que les Italiens prennent ce merveilleux ossobuco, qu'ils préparent divinement. Toutes ces viandes sont succulentes, à condition d'avoir la manière, bien sûr. Et n'oublions pas les abats, la langue, le foie, le cœur. Je n'ai pas à vous vanter les mérites du foie à l'anglaise, mais peut-être ne saviez-vous pas que le foie de génisse reste tendre s'il est cuit très rapidement. Une cuisson prolongée le durcit. Quant au cœur, il peut être farci, puis braisé. C'est un plat économique. Vous voyez bien voilà, comment la division sexuelle du travail était mise en scène dans les années 60 dans ce document. Je vois que le temps avance, donc je vais peut-être passer sur certaines slides. Voilà, je vais rapidement continuer sur cette question de la division sexuelle du travail. Si on regarde plus en détail le matériau ethnographique récolté par Isabelle Zinn, on remarque que les stéréotypes de genre font partie intégrante des échanges entre jeunes apprentis et apprentis. Ceci s'exprime, comme vous voyez dans l'extrait que je vous propose ici, ceci s'exprime à travers des termes qui insistent sur les aptitudes entre guillemets naturelles, notamment techniques et physiques, censées différencier les sexes. Voilà. La manipulation du couteau, hein, l'art du désossage, ce n'est pas un métier de fille, hein, comme le dit l'extrait. L'expression d'une division sexuelle du travail prend forme aussi dans cet autre extrait où sont mis en évidence les éléments du discours interne, j'ai envie de dire, au peuple du boucher et des bouchères. Ces éléments s'appuient sur une claire et nette division sexuelle du travail qui est elle-même justifiée par des arguments fondés sur les différences corporelles. Vous voyez dans cet extrait, je les ai relevés en jaune, on voit que le métier, là aussi, ne serait pas adapté à la morphologie des femmes, et comme une mise en garde, en fait. Voilà, la morphologie de la femme va changer, elles auront moins les épaules fines, c'est un métier physique, mais les dames peuvent faire autre chose, elles peuvent bien intégrer la filière commercialisation. Donc on le voit très clairement et très nettement, il y a implicitement la convocation de cette adaptation, entre guillemets, bien sûr, à ces tâches secondaires dans la culture du métier, adaptation aux tâches secondaires destinées aux femmes, que sont plutôt les activités de vente. Juste pour la petite histoire, sachez que le taux de féminisation est de l'ordre de 9% en Suisse, dans la formation de la boucherie, ce qui est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Je vais passer sur cette slide qui reprend un petit peu les mêmes, avec d'autres exemples, voilà, d'autres éléments, la même question. Et je vais bientôt terminer en vous présentant voilà, cette campagne de sensibilisation qui est censée permettre d'attirer les filles finalement dans la profession. Voilà, elle date de quelques années, je la reprends du travail de Isabelle Zinn. On essaye, à travers cette campagne et cette affiche, bien entendu, d'attirer des vocations féminines. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est mis en scène, c'est une image, on pourrait dire, comme le dit Isabelle Zinn, très héroïque finalement de la femme. Une femme du reste, comme vous voyez, maquillée, jolie, très féminine, entre guillemets, si je reprends des lieux communs, avec un espèce de fond un peu voilà, explosif qui renvoie davantage au métier de pompier ou à une série télévision, voilà, ou un film de science, un film d'action, que, on va dire, à ce qui est attendu, en tout cas dans l'éthique du métier, peut-être pas l'éthique du métier, mais en tout cas dans les discours
du métier, celui plutôt des activités de vente et de commercialisation. Voilà pour cette affiche. Et les dernières slides, la question de la profession vétérinaire est aussi traversée par ces questions de genre, puisque, comme on l'a vu dans notre travail, Maléon-Cartier, tous les vétérinaires donc, de l'inauguration des abattoirs jusqu'à leur fermeture, donc de 1945 à 2002, étaient des hommes, alors qu'aujourd'hui, la profession de médecin vétérinaire, elle est largement féminisée. Elle s'est féminisée ces dernières années de manière très rapide. Et on le voit, alors, ce schéma que vous voyez présente des chiffres français, mais on le voit aussi en Suisse. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que la catégorie de genre imprègne en quelque sorte cette profession de médecin vétérinaire, un peu comme on le voit dans la profession de boucher, puisque finalement il y a une forme de spécialisation ces dernières années où l'on voit une féminisation plus importante des femmes, notamment en ce qui concerne la prise en charge des animaux de compagnie, alors que les animaux dits de rente sont, on pourrait dire, encore largement dominés par l'activité des hommes. Là aussi, on peut y voir une forme de discriminant, en quelque sorte, qui organise socialement, sur des normes de genre, la distribution, on pourrait dire, des compétences, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question du statut de l'animal. Et ça, c'est une hypothèse que j'émets pour conclure. Voilà, le statut de l'animal est différent. L'animal de compagnie, en général, voilà, il est très humanisé. Il est complètement différent du statut de l'animal dit de rente, qui est élevé, engraissé, abattu, mangé. Voilà, où la question de la mise à mort, en fait, on la retrouve finalement, la question de la chair et du sang, est finalement présente. Pour la petite histoire, et peut-être pour conclure, sachez que les vétérinaires des abattoirs de Malais sont censés aussi pratiquer la mise à mort, même si c'est voilà, les experts scientifiques de la médecine vétérinaire, pour pouvoir diriger, pour pouvoir contrôler, superviser les ouvriers bouchers, charcutiers qui travaillent dans un abattoir industriel. Ils sont censés non seulement connaître évidemment les questions relevant de la médecine vétérinaire, mais aussi la mise à mort. Donc voilà, je m'arrêterai peut-être là. Je pense que je me suis peut-être un petit peu trop voilà, étendu, mais je vous laisserai peut-être tranquillement, peut-être pendant les questions, ou après, voir l'extrait du film de Claude Chabrol, Que la bête meurt, extrait qui va de la minute 8 minutes 50 pardon, à la 10e minute, qui montre un Jean-Yann au meilleur de son potentiel, dirais, d'interprétation masculine, patriarcale, et Anouk Ferjac, qui est, entre guillemets, parfaite dans son rôle d'épouse docile et malheureusement humiliée. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir cet extrait qui est extraordinaire. Cinéaste du repas, Claude Chabrol. Les exemples sont trop nombreux pour un inventaire, alors passons tout de suite au meilleur, ou au pire, c'est selon, le repas de Que la bête meurt, avec l'impayable Jean-Yann. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je fais bouillir 4 heures. Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui. Vous êtes une fine gueule, vous? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh ben, vous me comprenez, alors? Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la
peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, merci infiniment pour cette présentation passionnante. Donc, comme annoncé, on va accorder un petit moment un petit temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez. Nous avons déjà une question que je vais vous lire. Donc, la thèse de Madame Touraille, selon laquelle la déprivation en protéines carnées a induit petit à petit une plus petite taille des femmes, conduisant actuellement à un bassin trop étroit pour laisser passer optimalement la tête des nouveau-nés par rapport aux chimpanzés ou aux australopithèques, a-t-elle été scientifiquement prouvée? Autrement dit, est-il vraiment prouvé que l'ingestion de plus de protéines alimentaires carnées conduit à une plus grande stature? Et j'avais quant à moi cru comprendre, en lisant d'autres travaux, que c'était clairement l'augmentation progressive de la taille de la tête des nouveau-nés depuis quelques siècles, voire millénaires, qui rendait proportionnellement les pelvis féminins trop étroits pour rendre aisés les accouchements actuels. Merci pour cette question. Alors, c'est complexe. Ce que je peux dire, c'est que Priscille Touraille, en fait, ne prétend pas donner une explication. Elle émet une hypothèse. Elle émet une hypothèse, notamment, que cette piste qu'elle soulève n'a pas été explorée. La piste, notamment, de l'accès à la nourriture, l'accès inégalitaire à la nourriture. Elle essaie notamment plutôt de tirer de ces différentes théories, de ces différentes disciplines, dont la paléoanthropologie, les éléments, je dirais, manquants, hein, ou les failles, qui lui permettent d'abonder dans le sens d'une explication, entre guillemets, plutôt en termes de déprivation, de restriction socialement organisée des apports nutritifs en protéines, qui sont, voilà, en tout cas dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les aliments les plus valorisés, voilà, les plus, comment dire, convoités. Je ne sais pas si ça répond à la question. Maintenant, moi, je ne suis pas un expert en nutrition. Hein. Je ne peux pas vous répondre sur la question de l'apport des protéines en tant que telles pour les questions relevant de la croissance de la taille. Je m'en tiens vraiment aux pistes qu'ouvre Priscille Touraille pour nous ouvrir finalement une fenêtre sur la pertinence d'une lecture en termes de genre aussi, notamment en termes de domination masculine, en ce qui concerne l'explication du dimorphisme sexuel de taille. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ah, si, peut-être. Alors, est-ce que l'on constate la même différence de consommation entre les genres pour le poisson ou les viandes blanches, ou la distinction se fait-elle principalement sur la viande rouge? Merci pour cette question également. Je pense que vous parlez de distinction en termes de préférence ou d'appétence du côté des hommes et des femmes. Enfin voilà, moi je la comprends comme ça. Alors, je n'ai pas d'éléments qui permettraient de prouver, on va dire, une plus grande attirance, par exemple, des hommes pour la viande rouge. Je n'ai pas d'éléments, de statistiques, d'éléments concrets qui permettent de le dire. En revanche, tout porte à croire que, au niveau notamment aussi de la symbolique de la viande rouge, liée
à la puissance, à la force, liée aussi au sein, et aussi certaines études effectivement qui ont montré que dans les formes de socialisation entre hommes, hein, entre mecs comme ça, il est, même si les choses changent bien entendu, on retrouve plus fréquemment cette préférence pour une viande cuite saignante, par exemple. Voilà. Ce que les femmes auraient tendance à mettre plutôt de côté pour des produits plutôt lactés, donc qui renvoient davantage, on le voit en termes de consommation, hein, les femmes consomment davantage de laitage dans les études de consommation qui ont été menées, ce qui renvoie plutôt du côté des aliments blancs. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là, mais je n'ai pas d'éléments très concrets, on va dire, pour pouvoir répondre à votre question si je l'ai bien comprise. Merci en tout cas de l'avoir posée. Pour ma part, j'aurais peut-être une question. La viande semble partir donc depuis un certain temps maintenant d'une forme de discrédit, à la fois pour des raisons d'hygiène de vie, sanitaire, mais aussi écologique, donc l'élevage intensif, les gaz à effet de serre, la dimension cancérigène de la viande rouge. Et du coup, en fait, ces valeurs de précaution, préserver sa santé, mais aussi le soin aux autres, le soin à la planète, peuvent être assimilées à des valeurs plus particulièrement féminines. Et du coup, dans quelle mesure cela peut-il favoriser ou pas, mais une réaction dans les courants masculinistes à travers une plus grande revendication de la consommation de la viande ou un surinvestissement symbolique de cet aliment? Merci beaucoup pour votre question. Elle est incroyable, elle est incroyablement riche, mais elle est vraiment extrêmement pertinente aussi. Il est vrai que voilà, on est dans une période, et en particulier, je dirais, la pandémie actuelle accélère un petit peu ce processus de réflexion autour de la durabilité, globalement, alimentaire, de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, aussi le locavorisme, l'éthique animale, bien entendu, qui font partie aujourd'hui des priorités aussi dans ce qu'on considère aujourd'hui sous le terme de santé unique. Hein. On ne peut plus simplement considérer notre santé en termes de spécialisation médicale, mais comme étant interreliée à notre environnement, et notamment ce que nous faisons à notre environnement. Je dis très très simplement. Voilà, il est probable qu'effectivement, dans ces processus qui contribuent à discréditer d'une certaine façon aussi la consommation de viande, la production et la consommation de viande, on le voit au travers des recommandations, hein, je le disais tout à l'heure, les recommandations nutritionnelles. On mange beaucoup trop de viande. Hein. Les institutions de santé nous exhortent à diminuer cette consommation de viande. Et d'autre part, la montée justement du succès des régimes végétariens, des régimes véganes, nous oblige aussi à repenser notre alimentation et notamment aussi à déconstruire peut-être les stéréotypes genrés qui la structurent, hein, qui structurent notre alimentation. Est-ce que cela va contribuer ou contribue déjà finalement à des réactions contraires qui renforcent finalement une sorte de défense de la genre masculine autour de ses prérogatives liées à la consommation de viande? C'est possible. Peut-être qu'une des illustrations en est la revue que je vous ai présentée au début, BIF, hein, qui s'adresse vraiment à un public masculin. Est-ce que c'est déjà une réaction finalement à cette mise en danger d'une certaine façon, cette remise en question d'une domination non seulement masculine, mais aussi d'une domination du tout viande, enfin du viande comme étant
bif, c'est-à-dire l'élément central de l'assiette, ce qui est maintenant évidemment largement remis en question, battu en brèche aussi par les sciences de la nutrition. J'avais une question liée au métier de la viande, qui recoupe une autre intervention de la part d'un auditeur. Finalement, trouve-t-on quand même des femmes qui font de l'abattage? Est-ce qu'il y a des chiffres? Comment peut-on... Enfin, c'est des statistiques aussi. Et il y a une réflexion, question, je vais vous la lire, sans préjugés sexistes, mais quand je vois le boucher à côté de mon cabinet tout le matin, qui porte les demi-bœufs sur son épaule pour les pendre au crochet qui va les amener dans le frigo à la boucherie, être boucher demande une force physique ou une masse musculaire correspondant mieux à la morphologie masculine. Ceci dit, indépendamment de préjugés idiots sur la moindre résistance supposée du sexe féminin. Donc ça, on a bien compris. Mais je pense que ça se recoupe sur finalement la présence féminine concrète dans ces domaines professionnels. Merci beaucoup aussi pour cette question. Alors là aussi, je vais peut-être vous décevoir, je n'ai pas de chiffres. Par contre, j'ai un élément intéressant qui relève de la recherche Mallet-en-Cartier. Entre 1945 et 2002, donc fermeture des abattoirs, il n'y a jamais eu de femmes bouchères plutôt, qui travaillaient sur les chaînes d'abattage. Il y a eu des femmes qui ont évidemment qui sont venues dans ces abattoirs, mais c'était plutôt dans le cadre des formations qui étaient données au sein des abattoirs, des formations en médecine vétérinaire. À ma connaissance, mais peut-être que mes collègues, si elles m'écoutent, si elles sont connectées, vont pouvoir peut-être me contredire, on n'a pas retrouvé en tout cas de traces de présence féminine au niveau du travail d'abattage. Voilà, je n'ai pas de statistiques malheureusement à vous proposer. Et il y avait une deuxième partie de la question. Lié à la... Oui, finalement, biologiquement, puis lié à la masse musculaire, à la morphologie, est-ce que finalement, les choses ne peuvent pas être lues dans un autre sens? Alors, la question si j'ai bien compris la question, est-ce que la morphologie une morphologie robuste est nécessaire pour le travail le travail physique, on pourrait dire la pénibilité au travail aussi, du métier de boucher en abattoir. Alors, les interviews que nous avons menées, oui, tous finalement montrent qu'il faut une certaine résistance, mais qui n'est pas que physique, qui est aussi psychique. Bon, après, il faut la relativiser aussi, parce que dans un système automatisé, la force physique nécessaire, elle est quand même moindre, on dirait, que dans le métier traditionnel d'abattage. En revanche, effectivement, il faut quand même, comme le dit Isabelle Zinn dans son ethnographie, il faut une résistance, par exemple, aux tendinites, parce qu'il s'agit d'aller très vite. La découpe du couteau, c'est un geste à incorporer, c'est des gestes incroyablement compliqués et douloureux qu'il s'agit d'apprendre. Mais j'ai envie de dire que tout s'apprend, y compris pour des corps qui, a priori, ne semblent pas préparés pour ce type d'activité. Pour preuve, nous avons interviewé, moi j'ai le souvenir d'avoir interviewé des bouchers qui n'étaient pas spécialement, même s'ils sont à la retraite, spécialement baraqués. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre de l'exigence en termes de force physique du travail de boucher et ce qui est de l'ordre des représentations véhiculées, colportées et
est transmise finalement au sein de la profession, qui renforce finalement cette dimension comme étant quelque chose de discriminant en termes d'appartenance à un sexe ou à un autre. Ou à l'autre. Peut-être une dernière question pour conclure. Est-ce que être carnivore comporte des risques? Parce qu'on se dit après le tabagisme, l'alcoolisme, est-ce que la viande finalement devient le nouveau cheval de bataille hygiéniste? Merci pour cette question. C'est aussi une question excellente et qui demanderait vraiment toute une analyse. Alors, est-ce que la viande, en particulier la viande, vous avez vu il y a quelques années que la viande, notamment la viande rouge, est transformée et est susceptible de causer le cancer, ou certains cancers? Est-ce que c'est le nouveau tabac? Voilà, c'est une très bonne question. Là aussi, je ne suis pas en mesure de vous répondre. En tout cas, on sent, comme je disais auparavant, que il y a plus finalement, il y a une suspicion voilà, qui pèse aujourd'hui sur la consommation de viande, pas seulement sur la viande en elle-même, mais sur la façon dont elle est produite, la façon dont les animaux sont élevés, exploités, traités ou maltraités, et abattus bien entendu, et tout cela concourt effectivement à générer un consommateur et une consommatrice plus attentif et attentif, plus conscient, qui exige davantage aussi en termes de sécurité alimentaire, je veux dire, en termes d'information, et ce vers quoi, probablement, finalement, les industries alimentaires vont devoir tenir compte de ces nouvelles exigences qui, comme on le sait, n'ont pas que des conséquences néfastes sur la santé, notamment, puisqu'on, comme je disais, on mange beaucoup trop de viande, mais aussi sur l'environnement. Voilà. Pour moi, c'est vraiment imbriqué, quoi. C'est des questions qui sont vraiment imbriquées. La question de savoir ou pas si la consommation de viande est diabolisée, et la question finalement de notre empreinte écologique, de notre rapport finalement à l'animal aussi, pour moi c'est indissociable. Alors encore une fois, merci infiniment pour cette présentation foisonnante et vraiment passionnante. Avant de conclure, je souhaiterais annoncer le prochain événement de notre cycle. Il s'agira de la conférence Médecine et genre, comprendre et considérer les différences, avec la professeure Carole Claire et la docteure Joëlle Schwartz, qui sont co-directrices de l'unité Médecine et genre à l'Unisanté de l'UNIL. Ça se passera le jeudi 18 mars à 19h, en visioconférence également. Merci à toutes et à tous pour votre attention, votre présence ici et d'avoir suivi cette conférence. Mes remerciements sont rejoints par les remerciements des internautes. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci.